Les amis, bien le bonjour. Comme dans beaucoup de choses, dans l'aviation, le diable se niche dans les détails. Le 23 mai 2022, un avion de la compagnie maltaise Air Hub Aviation, volant aux couleurs d'une compagnie norvégienne, a failli se prendre le décor sur l'approche à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. Alors comment un Airbus A320, un avion extrêmement moderne, arrivant sur un aéroport non moins moderne, Charles de Gaulle, à notre époque, nous sommes en 2022, a failli se prendre le décor dans un CFIT digne de la grande époque des CFIT, les années 70-80. Que cette histoire fût celle d'un DC-10 s'approchant sur un aéroport situé dans une jungle en 1975, on peut comprendre. Mais de nos jours, que s'est-il passé? Alors effectivement, malgré la modernité, malgré toute l'électronique qui nous entoure, il y a d'autres problèmes. L'humain est resté l'humain, il n'a pas beaucoup changé depuis 1975, ça c'est le premier point. Deuxièmement, sur le plan technique, cette histoire va appeler des détails extrêmement intéressants qu'on va voir ensemble. Alors, ça commence comme ceci. On a un avion de la compagnie Air Hub. Air Hub, vous risquez pas vraiment d'acheter un billet d'avion chez eux parce que tout simplement, ils travaillent pas directement en leur nom. Ils travaillent pour le compte d'autres compagnies. Ça veut dire qu'ils font du wet lease et d'autres compagnies, quand elles ont besoin de vol, elles peuvent rajouter un avion de Air Hub Aviation dans leur flotte, en plusieurs avions. Ils viennent avec leurs équipages et tout ça et ils font du travail au nom donc de la compagnie cliente. Ce jour-là, il décolle de Stockholm, nous sommes le 23 mai, dans la matinée. Et en fin de matinée, ils doivent atterrir à l'aéroport de Charles de Gaulle. Il y a 178 personnes à bord de ce Airbus A320 qui est plein comme un œuf. Le problème, c'est que ce jour-là, et de très nombreuses histoires de CFIT commencent comme ceci. Ce jour-là, l'ILS était en panne. Donc effectivement, je vous informe que l'ILS était en panne ce jour-là, sur la piste 27R. Comme un malheur ne vient jamais tout seul, la météo était extrêmement dégradée. Alors si vous lisez le métard qui avait été émis vers midi ou un peu sur le coup de 11 heures à l'aéroport de Paris, Charles de Gaulle, le métard n'est pas si inquiétant que cela. Température 19, point de rosée 14, visibilité supérieure à 10 km. Quand on lit le métard, il a ce ton un petit peu rassurant et traître. En réalité, c'est que la visibilité, si on prend les termes de l'OACI, la visibilité communiquée au pilote est une visibilité dite prévalente. C'est la visibilité dite dominante. Alors c'est quoi la visibilité dominante? On va regarder rapidement. C'est celle-ci. C'est-à-dire qu'on a un météorologue qui se met quelque part, n'est-ce pas? Et il va regarder autour de lui l'horizon sur 360 degrés. Donc il va faire un tour d'horizon et essayer de voir un peu c'est quoi la visie qu'il a sur différents secteurs. Alors imaginons que, par exemple, ils se disent, voilà, sur ce secteur, sur ce secteur-là, sur cette tranche, j'ai 6000 mètres. D'accord, sur cette tranche-là, j'ai 6000 mètres. Maintenant, peut-être sur cette petite tranche, j'en ai 7000. Mais ici, par exemple, j'ai 3500. Ici, j'ai 4000. Ici, j'ai 4500, n'est-ce pas, par exemple. Il va prendre une feuille, un stylo, et puis faire ses évaluations de la visibilité. Il va communiquer quelle visibilité dans ce cas? Alors dans ce cas, il va se dire la visibilité vraiment prévalente, ça veut dire la visibilité que je peux garantir sur un arc de cercle continu ou discontinu de 180 degrés et de l'ordre de 6000 mètres. Ça veut dire que réellement, on peut garantir au moins 6000 mètres sur la moitié d'un tour d'horizon sans qu'aucune valeur ne soit inférieure ici à la moitié des 6000 mètres. Dans ce cas-là, on communique une visibilité de 6000 mètres. Maintenant, il faut noter que si un pilote s'approche, par exemple, comme ceci, sur ce secteur où il y a 3500 mètres, il va effectivement constater une visibilité qui est quasiment 2 fois inférieure à la visibilité annoncée par le bulletin météo. C'était le cas ce jour-là.
cet équipage qui doit s'approcher sur la piste 27R va subir une météo particulière, une sorte de microclimat qui est situé sur cet axe d'approche. Il y a un observateur de Météo France, un météorologue qui était sur site, qui faisait des observations et qui a réalisé que, effectivement, pendant l'approche, uniquement sur cet axe-là, il y avait des nuages à développement vertical, il y avait des précipitations, les précipitations ont l'heure de baisser la visibilité, hein, toutes choses égales. Si vous roulez en voiture puis que soudainement il commence à pleuvoir et que ça pleut très lourd, instinctivement vous avez tendance à ralentir et la visibilité fait quoi? La visibilité se dégrade très vite. Donc dans un avion, effectivement, quand il y a des précipitations, la visibilité se dégrade très vite. Et là, l'Airbus était en train de descendre avec les essuie-glaces à fond. Bon. Il descendait comment? Sachant que l'ILS ne marchait pas. Alors il a utilisé une approche qu'on appelle RNP. Alors l'approche RNP, c'est une grande famille d'approches qui utilise des constellations de satellites pour définir un certain nombre de points qui ne sont matérialisés par rien sur le sol, mais qui sont définis, on va dire, par leurs coordonnées géographiques, et des systèmes de réception satellitaire permettent à l'avion d'aller d'un point à l'autre. Ça, c'est sur le plan horizontal. Sur le plan vertical, l'avion utilisait ce jour-là des références barométriques. Ça signifie l'utiliser son altimètre, qui va donc nourrir les systèmes de l'avion, qui vont dessiner une sorte de plan de descente virtuel que l'avion va suivre en utilisant purement son altimètre. Alors, un truc. Les plans de descente à référence barométrique sont une forme d'hérésie pure, déjà pour commencer, avant d'aller plus loin. C'est de l'hérésie. Faire du barométrique en plan de descente, ok, ça crée un petit peu l'ILS du pauvre, si vous voulez, mais c'est pas un ILS du tout. Je vous donne juste un petit problème. Regardez. J'ai ici la carte de Paris, n'est-ce pas? J'ai la carte ILS catégorie 4, 2, 3, piste 27R, et on voit ce plan de descente. On a ce plan de descente qui est matérialisé comment? Ce plan de descente ILS est matérialisé par un faisceau électronique. Donc, si je prends ce faisceau ILS, n'est-ce pas? Si je prends ce faisceau ILS, je vais le dessiner. Je vais dessiner en vert ce faisceau ILS. C'est un glide, on va dire. On l'appelle glide slope en réalité. D'accord? Ce faisceau ILS, il a une caractéristique absolument extraordinaire. Figurez-vous qu'il est fixe. Oui, il ne bouge pas. Il est tout le temps là en fait. Il ne bouge pas, il est au millimètre près. Parce que c'est un faisceau qui est défini de manière électronique. Tous les avions qui passent sont exactement au même endroit du moment qu'ils sont établis sur ce glide. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut créer l'ILS du pauvre qui consiste à faire ceci. Le glide du pauvre. Alors ça marche comme ça. Le glide du pauvre, il a un inconvénient parce qu'il est casse-gueule en fait. C'est pas pour rien qu'il est moins cher. Hein. C'est pas pour rien qu'un ILS coûte des millions alors qu'une approche RMP c'est gratuit. Hein. Faut pas se leurrer non plus. Hein. Regardez, l'ILS du pauvre marche comme ceci. On prend deux points définis de manière barométrique, hein, d'accord, par leur altitude, et puis bam, on trace une ligne entre les deux et l'ordinateur va la suivre. Ou bien on prend un seul point comme ceci. Et puis ce qu'on fait, bam, on définit un angle de descente. Par exemple, on dit 3 degrés à partir de ce point. Et puis on va descendre à partir de là. Alors sur le papier, ça a l'air assez séduisant parce qu'on se dit, ben voilà, on a tout, il n'y a qu'à suivre, tout ça. Dans la réalité, il y a quelques petites différences intéressantes. Regardez. Imaginons que je fabrique un glide barométrique. Alors mon glide barométrique, je vais vous montrer un de ses défauts déjà. C'est que quand il fait froid, il est là. Quand il fait chaud, il est là. Si la température varie le long du glide, il est comme ça. Les références barométriques dépendent de la température. D'ailleurs, très souvent, sur certaines cartes, sur des aéroports où il y a beaucoup de relief autour, vous allez trouver des limites de température. Par exemple, ils vous diront cette approche à ne pas utiliser si la température est en dessous de moins 20 degrés, par exemple. Parce que la baisse de la température comprime les couches d'air et en réalité, cette pente qui est là, par exemple, va baisser et ça va vous créer des pentes
qui sont beaucoup plus faibles, mais qui en réalité sont beaucoup plus basses. Chaque point est beaucoup plus bas. Alors c'est quoi le problème? Le problème c'est que si vous avez une maison ici, ou si vous avez un arbre, ou si vous avez un building ou autre, eh ben ceux-là ils vont pas varier leur taille en fonction de la température, en tout cas pas dans la même proportion. D'accord? Donc en réalité, si on veut éviter des obstacles, on a besoin de valeurs sûres. Or, les approches de type barométrique, en soi, ne sont pas des valeurs sûres. Vous voyez le truc? Donc déjà, c'est un des problèmes. C'est un des problèmes de l'approche barométrique. Toujours est-il que c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont utiliser une approche barométrique. Ils se mettent sur le plan de descente, et c'est parti, ils vont descendre. Avant le début de la descente, une fois qu'ils parlent à la première contrôleuse de l'aéroport de Paris, elle va leur donner ce qu'on appelle un QNH. Alors le QNH, c'est quoi? Le QNH, c'est la pression au niveau de la mer. Je sais qu'il n'y a pas de mer à l'aéroport de Paris, mais néanmoins, imaginons qu'il y en ait une. Ça aurait été quoi la pression à Paris-Mer? En réalité, quand un altimètre est calé, il a une petite fenêtre, je vais vous montrer tout de suite, il y a une petite fenêtre où le QNH est mis. Quand l'avion est au sol, l'altimètre indique l'altitude du terrain. Ça permet, c'est très efficace, ça permet aussi d'éviter les reliefs autour. Sur des zones plates, parfois ce qu'on peut utiliser, c'est le QFE. Le QFE, c'est la pression qui règne au niveau du terrain. Et quand le QFE est utilisé, quand l'avion atterrit, l'altimètre indique 0. D'accord? C'est des fois plus facile pour faire des tours de piste et tout ça et savoir à quelle hauteur on est par rapport aux installations. Mais ça marche que lorsqu'il n'y a pas énormément de relief autour. Parce que les cartes vont pas indiquer la hauteur du relief par rapport à l'aéroport, mais par rapport au niveau de la mer, qui est un peu le niveau commun pour tout le monde. Donc, il y a un problème ici. C'est que quand ils se mettent sur l'ATIS, qui est un enregistrement automatique qui donne la météo, ils vont noter un QNH de 1001. L'ATIS communique 1001. Ok. Quand ils parlent à la contrôleuse, elle va leur dire descendez à 6000 pieds, QNH 1011. QNH 1011. Okay. Ils vont prendre le QNH 1011. En réalité, la contrôleuse a fait une erreur. Elle a fait une erreur de 10 hectopascales. Au lieu de donner 1001, elle a donné 1011. Que se passe-t-il quand on travaille avec un QNH plus élevé? On va voir tout de suite. Alors, si je prends mon Airbus A320, il est quelque part là, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est mon A320. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement le rose. Peut-être que le rose n'est pas la meilleure couleur. Je vais utiliser le noir peut-être. Alors, quand on prend le QNH correct, qui est le QNH 1001, donc 1001, le QNH 1001 permet d'avoir une référence donc par rapport au niveau de la mer. Maintenant, comme elle s'est trompée, et elle a donné un QNH plus élevé, de 10 hectopascales, 10 hectopascales de plus. Ça donne quoi en pratique? Ça va donner ceci. Le 1001 est là, et le 1011 est en dessous. Forcément, plus on descend, plus la pression augmente. Donc, le 1011, la référence 1011 est en dessous de la référence 1001. Donc, si je prends maintenant l'altitude qu'on va avoir indiquée par rapport à la référence 1011, elle est plus grande. Ça veut dire qu'on a un altimètre qui a tendance à majorer l'altitude. Ça veut dire qu'un pilote qui suit cette fausse référence aura tendance à être plus bas toujours. Parce que son altimètre a tendance à majorer, donc lui, il ira plus bas pour afficher une valeur qui lui semblera correcte. De combien, c'est quoi l'erreur que fait un altimètre sur 10 hectopascales? Alors, c'est une question piège, il faut faire gaffe parce que les altimètres, et c'est ça une des difficultés de l'altimétrie, les altimètres ne sont pas gradués de manière linéaire. Pourquoi? Tout simplement parce que la pression atmosphérique, quand on monte, ne varie pas du tout de manière linéaire. Elle varie très rapidement quand on est au bord de l'eau, littéralement, quand on est au niveau de la mer. Elle va varier très rapidement au début, et après cette variation s'estompe au fur et à mesure qu'on monte. Okay? Donc, les altimètres tiennent compte de cela. Alors, pour savoir, si vous demandez à différents élèves pilotes, si vous leur dites, allez, dis-moi, 1 hectopascal, ça correspond à combien en pieds? Certains vont vous dire 30,
c'est à peu près correct. 28, c'est correct aussi. 27,5, c'est correct aussi. 27, c'est correct également. La réalité, si on va être rigoureux sur ce coup-ci, il faut aller sur les tables OACI. Il y a un document que je vous donne dans le descriptif de la vidéo. Et rappelez-vous, sous ces vidéos, il y a un descriptif qui vous renvoie à un dossier dans lequel il y a tout le temps des fichiers. Il y a énormément de fichiers qui sont en ligne, qui vous permettent d'accéder à la plus grande partie des sources que j'utilise pour ces vidéos. Donc, si vous regardez, il y a un document OACI, le 7488, il va vous donner exactement c'est quoi le delta entre 1001 et 1011. Vous allez voir, c'est 275 pieds. Je vous montre un altimètre. Alors, ceci est un altimètre c'est un altimètre qui a été retiré d'un Chinook, c'est un hélicoptère militaire. Alors, cet altimètre, juste au passage, ce modèle d'altimètre a fait beaucoup de veuves et d'orphelins. Et il figure en très bonne place dans pas mal de rapports d'accidents. Parce que si vous remarquez, il a l'air sympa comme ça. On a ici la fenêtre qui indique donc l'altitude. Hein. On a les milliers qui sont sur la grande fenêtre. On a les centaines, dizaines et unités qui sont dans la petite fenêtre. Et on a cette aiguille qui tourne. Elle fait un tour tous les 1000 pieds. Le problème, c'est que parfois l'aiguille se met en travers de l'altitude. Okay. Parfois les tambours sont en train de tourner et on est à cheval entre deux chiffres. Et il a été constaté que lorsque les pilotes sont sous stress et puis il y a tout qui vibre, hein, parce que ce sera pas comme ça, hein, surtout dans un hélico, ça va être à peu près ça, hein, okay, et qu'il y a beaucoup d'instruments autour, ça arrive que les pilotes, en jetant une regardée rapide, se gourdent d'altitude sur cet altimètre-là. Le taux d'erreur est très élevé sur cet altimètre. C'est pour ça qu'ils ont été retirés. Néanmoins, vous regardez derrière, il a un connecteur électronique. Donc ça, c'est pour partager l'altitude qu'il élabore avec d'autres systèmes, avec le pilote automatique et tout ça. Et là, il a une sorte de bouchon. Si je retire, ici, c'est une prise statique. Donc on a un tuyau en caoutchouc qui vient de dehors, d'une prise statique, qui viendra se connecter ici. Donc là, un altimètre n'a besoin que du statique. Si vous avez un badin, qui est un indicateur de vitesse, il aura deux tubes. Il aura un tube statique et il aura un tube pitot dynamique. Parfois, ils n'ont aucun tube. Parfois, ils n'ont que ça. Et ça veut dire dans ce cas-là que les informations de pression viennent d'un Air Data Computer. Et un ADC qui reçoit ces infos et qui les partage avec tous les systèmes qui en ont besoin. Vous trouverez ça plutôt sur les avions modernes. Donc, si je regarde cet altimètre, si je tourne la molette, là, on a 1006. Hein, le QNH qui est affiché, c'est de l'ordre de 1006 ici. Vous voyez la pression, c'est la pression de référence. Si je veux augmenter cette pression, il faut tourner la molette à droite. Et que fait l'altimètre? Il va augmenter la valeur. Donc regardez, je tourne. Alors il est un petit peu lent, mon altimètre. Il n'est pas très précis. Je pense qu'il a besoin d'un peu d'électricité à l'intérieur. Il a besoin d'être alimenté pour fonctionner correctement. Regardez l'aiguille comme elle est comme elle est à travers les tambours qui indiquent l'altitude. Voyez-vous ça? Donc, en fait, l'idée c'est que, et pourquoi c'est important de savoir dans quel sens on tourne et que va faire la valeur affichée, ça permet de développer une relation plus intime avec l'instrument. Et ça évite ces gestes. Ça évite de tourner dans le mauvais sens puis après tourner dans le bon sens. Et ceci, c'est important de le connaître pour tous les instruments, de savoir un petit peu comment ils se comportent. Et le fait de développer cette relation avec eux permet par la suite, quand l'instrument déconne, ça permet de réaliser assez rapidement qu'il y a un problème. Alors, je disais que nos pilotes, quand ils reçoivent l'information que le QNH est 1011, ils vont se mettre sur 1011, descendre à 6000 pieds. Un peu plus tard, la même contrôleuse descendait à 5000 pieds QNH 1011, parfait, elle le répète une deuxième fois. Un peu plus tard sur la fréquence, elle va autoriser un EasyJet à descendre et elle va lui donner la pression 1011. Le QNH de 1011, quand il est capté par le EasyJet, le gars des EasyJet va corriger. Il va dire, quand il va répéter, il va faire ce qu'on appelle collationner, ça signifie répéter, toutes les instructions importantes de contrôle aérien sont répétées. Ça ne va pas marcher comme vous entendez souvent dans les films, il y a souvent dans les films, par simplification bien sûr, ils font des fois des trucs assez ahurissants, c'est genre un pilote est autorisé à décoller piste 18, et il va répondre Roger. C'est pas possible du tout. Roger, c'est que pour des instructions qui n'ont pas besoin d'être répétées, des choses qui sont pas importantes, alors que une autorisation de décollage, un numéro de piste, un QNH, tout ça, ça se répète. C'est pour être sûr que la personne a bien capté.
Or, à Paris ce jour-là, on a l'impression que tout le monde fonctionne de manière presque pilote automatique, quasi mécanique. C'est-à-dire que l'EasyJet, la contrôleuse lui dit descendez 5000 pieds 1011, et lui il répète descendant 5000 pieds 1001. La contrôleuse aérienne ne capte pas, elle tilte pas. Ni le EasyJet va ouvrir le débat. Il aurait pu lui dire écoutez, sur Lattis, c'est diffusé 1001, là vous avez 1011. Est-ce que c'est quoi la vraie valeur? Néanmoins, il y a un biais chez tous les pilotes du monde, c'est que le contrôleur aérien, il jouit d'une très forte cote de confiance. S'il y a une info qui est sur une carte, par exemple, s'il y a une info sur une carte, et puis que le contrôleur aérien dise non, la fréquence aujourd'hui ce n'est plus 110-35, elle a changé, c'est 111-35, les pilotes vont le croire, parce qu'il est dépositaire de la dernière et de la meilleure information. De sorte que quand les contrôleurs aériens se gourent, ça va malheureusement ouvrir une assez sinistre boîte de Pandore. Parce que les pilotes, peu de pilotes vont capter ou vont mettre en doute la parole des contrôleurs. Donc, elle se gourre. Ce qui est étonnant, c'est que plus tard, elle parle à un Air France en français. Et là, elle l'autorise à descendre et elle lui dit QNH 1001, QNH 1001. Donc, quand elle parle en anglais et quand elle parle en français, elle n'annonce pas les mêmes choses. Mais en tout cas, cette femme, sur la fréquence, elle annonce à plusieurs reprises un QNH 2011 qui est effectivement faux. Notez au passage ici, peut-être un truc assez intéressant à voir, c'est ces chiffres qui sont faits que de 0 et de 1. D'accord? Ces chiffres ne sont faits que de 0 et de 1. Et c'est assez facile de se tromper sur ce genre de chiffres-là. Les humains se trompent plus difficilement sur un chiffre de type 1985, par exemple. Mais si on leur donne ça, ce genre de chiffres, qui sont faits de 0 et de 1, vont occasionner à toute chose égale un taux d'erreur plus élevé. Alors, les pilotes, ainsi donc, acceptent cette valeur, la mettent dans leur altimètre, et donc l'altimètre indique faux, 275 pieds de moins, ils vont toujours à 275 pieds en dessous de leur altitude, parce que l'altimètre va majorer de 275 pieds tout le long, et ils vont prendre leur descente gaiement. Alors, régulièrement, ils vont vérifier leur altitude. Très régulièrement, ils vont vérifier leur altitude. Mais cette vérification, elle sert à rien. Ça sert à quoi? Imaginons, on vous donne un four, et on vous donne une recette, et on vous dit, attention, la température doit être exactement 160 degrés. Si la température est en dessous ou au-dessus, vous ratez votre cuisson. Et imaginons que le thermomètre du four indique faux, qu'il indique 20 degrés de trop, par exemple. Dans ce cas-là, vous avez beau vérifier toutes les minutes si vous voulez, vous allez toujours voir 160 degrés affichés, mais c'est faux. Et votre recette sera ratée. Ben, c'est exactement pareil ici. Oui, effectivement, il vérifie tous les nautiques, il vérifie que l'altitude correspond et tout, mais elle correspond à rien du tout. L'instrument indique faux. Donc, ils vont jamais rien réaliser. Ils seront donc de manière consistante sous le plan de descente. Ok. Autre problème qui va se greffer sur cette situation-là. Le GPWS. Vous savez, suite aux nombreux crashs de type CFIT, vol contrôlé vers le terrain dans les années 70-80, la FAA et les autorités d'autres pays ont décidé donc de développer, de pousser au développement et d'instaurer ce qu'on appelle le GPWS. C'est un instrument qui après été amélioré, c'est devenu le E Enhanced, ça signifie l'amélioré, le GPWS amélioré, qui est installé sur tous les avions de transport public et qui permet effectivement de détecter une approche intempestive du sol ou du relief et d'en informer les pilotes. C'est une alarme de dernier ressort, c'est pas un instrument de pilotage en soi, c'est réellement un instrument qui est là, qui surveille, et si jamais il voit qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, il va en informer les pilotes, qui doivent réagir instantanément. Donc, il y a quelque chose quand même. Il faut savoir que le GPWS, et ça a été annoncé à de nombreuses reprises par les autorités américaines, par les autorités britanniques. Un des derniers bulletins a été émis par les autorités britanniques en 2019 sur ce sujet-là. C'est ce qu'on pourrait appeler l'angle mort du GPWS. Ça veut dire que beaucoup de pilotes, s'ils sont en approche
sans visibilité, dans le brouillard ou dans les précipitations, ils voient pas le sol, ils voient pas les montagnes et tout ça. Ils sont très vulnérables. Hein. C'est en ce moment-là que risque d'arriver le CFIT. C'est là où le risque est maximal durant une approche. Et le problème, c'est que il y a un angle mort du GPWS. Eux, ils pensent que si jamais ils font une erreur, le GPWS va signaler. Oui, en pratique, oui, mais il a une zone d'ombre où il signalera rien du tout. C'est là où le Air Hub Aviation va tomber. Il va pas tomber, je veux dire, il tombera dans ce scénario. C'est figuratif. Alors, reprenons notre GPWS. Le GPWS a grosso modo 5 modes principaux. On peut trouver des fois 6 ou 7, mais grosso modo, il y a 5 logiques avec lesquelles il fonctionne, qui correspondent à ce qu'on appelle des modes. Mode 1, mode 2, mode 3, jusqu'au mode 5. Alors, on va revoir doucement les modes l'un après l'autre. Et on va essayer de chercher quel mode se serait déclenché pour protéger le Air Hub. Alors, on y va. Le mode 1. Le mode 1, c'est quand on a il se déclenche en dessous de 2500 pieds, quand le radioaltimètre est actif. Et il va comparer le radioaltimètre, il accède à plein de choses. Il accède à la position de l'avion, il accède à l'altitude barométrique, le variomètre barométrique et tout ça. Et il détecte une approche, une descente trop rapide, un taux de descente trop rapide. Ça signifie, putain, t'es en train de tomber comme une pierre là. T'es à 2000 pieds par exemple et tu affiches un taux de descente de 3000 pieds minute. C'est pas normal, ça doit jamais arriver ça. Donc ce qu'il va dire, il va dire sync rate. Sync rate. Il y a une voix en fait. Il y a une voix plus une lumière. Sync rate. D'accord? Sync rate. Donc ça veut dire que tu es en train de descendre trop vite. Dans notre cas de Air Hub ici, l'avion est en train de descendre à 738 pieds par minute, grosso modo. 700 pieds par minute, mettons. Le 700 pieds par minute passe en dessous de cette alarme-là, du seuil de déclenchement de cette alarme. Donc elle ne va pas se déclencher. Le sync rate, il ne l'aura pas. D'accord. Ok. Essayons de voir la suivante. Alors, celle-ci, elle détecte l'approche du terrain. Ça veut dire qu'un avion peut, par exemple, être en train d'évoluer, mettant à 1000 pieds. Imaginons qu'un avion arrive proche d'un aéroport, il est en vente arrière, il est à 1000 pieds, il réalise pas, le pilote fait une erreur de navigation, il s'éloigne un petit peu de sa vente arrière, et là, il va vers les montagnes. Il n'est pas en train de descendre lui nécessairement, mais les montagnes sont en train de venir vers lui. Donc à ce moment-là, on aura l'alarme terrain. Terrain, elle va dire ça comme ça. Terrain. Le problème, c'est que quand on est en mode d'atterrissage, ça signifie train sorti, les volets sortis, tout ça, et qu'on est proche de la piste, cette alarme va devenir de moins en moins efficace. Elle va entrer dans une zone d'inhibition, parce qu'on n'a pas envie d'entendre terrain alors qu'on est en train d'atterrir. Donc, à un moment donné, cette alarme-là va s'effacer. Alors, quand on est comme dans ce cas-là, où l'incident est arrivé à 1,5 km de la piste, il ne faut pas s'attendre à entendre cette alarme terrain. Okay? Mode 3. Le mode 3, c'est un mode qui se déclenche lors du décollage ou lors d'une remise des gaz, où le GPWS va surveiller l'altitude de l'avion. Il voit que l'avion atteint une altitude barométrique, et puis après, elle est en train de baisser, que l'altitude a augmenté, puis soudainement, elle est en train de baisser. Au-delà d'à peu près 10% de baisse sur l'altitude maximale atteinte lors de la manœuvre, il va lancer un « Don't sink ». Don't sink. Don't sink. Don't sink. Si vous regardez la vidéo sur le simulateur d'Airbus A320 avec le test de wind shear, de cisaillement de vent, vous allez entendre cette alarme. Vous allez entendre que à la remise des gaz, il y a le vario qui commence à baisser, puis soudainement, bam, il y a le mode 3 qui se déclenche. P1 rotate. Positive climb. You're on. You're on. It's getting a bit bumpy, Captain. Yes. Wind shear, wind shear, wind shear. Okay, so we've got wind shear. The speed is increasing as a tailwind to about 30 knots from the right hand side. Okay. 50 knots. I'm thinking. Don't sink. Oh.
Don't sink. Wind shear, wind shear, wind shear. Il y a le mode 4. Le mode 4, lui, il a une autre logique. Lui, il va se dire, bien sûr, cette alarme mode 3, elle va pas se déclencher sur le Arab Aviation. Il n'est pas en train de perdre l'altitude après un décollage, par exemple, en train d'atterrir. Donc, ce mode 3 ne fonctionnera pas. Le mode 4. Le mode 4, lui, c'est quand un avion qui n'est pas configuré pour atterrir s'approche du terrain. Et là, on se dit, mais il s'approche de manière intempestive. C'est-à-dire que si on prend un avion, voler, rentrer, train d'atterrissage, rentrer, tout ça, puis il commence à s'approcher du terrain, même très lentement, on peut avoir une alarme de type too low terrain, ou bien too low flaps, too low gear, selon que les volets ou le train d'atterrissage ne sont pas sortis. Donc là, c'est too low terrain. Too low flaps. Et des fois, too low on y gear. apporte la raison. Too low flaps, too low gear. Quand un avion est en configuration d'atterrissage, ce mode est inhibé. Parce que on a un avion qui est prêt à atterrir, donc le train est sorti, les volets sont sortis, donc la proximité du sol est considérée normale par le mode 4. Le mode 5. Le mode 5, c'est quand un avion est sur l'ILS, sur le glide, il commence à descendre en dessous du glide. À peu près à 1,2,3 en dessous du glide. Là, il se déclenche glide slope. Et plus l'avion va en dessous, plus il va répéter plus vite. Glide slope, plus vite, plus fort. Donc là, c'est le glide slope. Glide slope. Mais ça marche que lorsqu'on a un ILS. Est-ce qu'on est en train de suivre un ILS? Non, l'ILS est en panne. Donc le mode 5 ne marche pas. Donc aucun des modes ici, en réalité, ne va se déclencher. Aucun de ces modes-là ne va servir l'avion. En réalité, on peut le représenter dans l'espace de cette manière-là. On peut le représenter comme ceci. Comme ça, ici on a l'altitude, ici on a notre piste. D'accord, vous voyez, on a notre piste ici. Alors, on peut imaginer la zone de protection du GPWS. On peut l'imaginer à peu de choses près, comme ceci. J'ai une sorte de boîte ici. Après, j'ai une autre boîte là. D'accord ? Et si mon avion pénètre dans l'une de ces boîtes, j'ai une alarme. Si l'avion rentre dans cette zone, ces boîtes-là assurées sont des zones dites protégées par le GPWS. C'est comment le GPWS mentalement se représente la situation. Donc là, il va faire quoi? Quand on rentre dans une de ces zones, il va effectivement gueuler. Et donc à ce moment-là, les pilotes, il leur sera loisible de faire une remise des gaz. Mais si l'avion vient atterrir, on n'a pas d'alarme GPWS. D'accord? Et entre les deux, je vous montre un truc. Et c'est là réellement où le diable se trouve. C'est qu'on est là. Regardez. Là, il se passe quoi si on est là? Vous voyez le truc? Et on est dans une zone, on est dans un angle mort. Cette zone-là, c'est l'angle mort du GPWS. Ça veut dire qu'en réalité, on peut se casser la gueule ici, on peut arriver à 1 kilomètre de la piste, ou à 1,5 km, 2 km, et on se casse la gueule très gentiment, en configuration d'atterrissage, sans descendre trop fort, sans obtenir un sink rate, sans ILS, si on le fait sans ILS, et effectivement, l'avion va se viander, sans jamais entendre le GPWS. Il va jamais se déclencher. L'avion est en train de voler, puis bam, arrêt du CVR, arrêt du DFDR, arrêt de l'enregistrement, en fait. C'est tout. Aussi simple que cela. Alors, c'est exactement où va se retrouver l'Arab Aviation. Okay, c'est là où il va se retrouver, dans cette niche absolument diabolique. Alors, il est en train de descendre. Et là, soudainement, heureusement qu'il y a un autre système, mais il y a un autre système qui est installé au niveau des tours de contrôle. C'est ce qu'on appelle le MSO. Alors, c'est un système qui utilise le radar, qui surveille sur un peu plus de centaines de kilomètres autour de l'aéroport. Et puis quand il sent qu'un avion est en train d'aller vers le relief et que je crois qu'il a une détection de l'ordre de 30-34 secondes, quand il sent que dans les 30 secondes, grosso modo, l'avion va se planter, il informe le contrôleur aérien. Sur tous les pupitres des contrôleurs aériens, il y a une alarme qui va s'allumer. Alors, c'est quelque chose de super important comme alarme, de super urgent.
C'est-à-dire que, normalement, le contrôleur aérien est censé en informer tout de suite les pilotes. Parce que le MSO est un instrument, un peu comme le GPWS, est un instrument de dernier ressort. Quand les pilotes sont en train de discuter, ils sont sur leur approche, en train de regarder leur carte, ok, qui est down, ils sont en train de leur checklist, finalement, too low terrain, ou un truc comme ça, d'accord? Où il y a quelque chose qui va se déclencher. Terrain, pull up, terrain, un truc comme ça. Ils vont faire quoi, les pilotes? Ils vont pas se dire, ouais, attends, donne-moi la carte, regarde. Mais pourquoi il dit pourquoi il dit terrain? Mais on est où là? Regarde voir. Non, c'est pas ça. Parce que en général, quand le GPWS se déclenche, selon les modes, le pronostic vital des pilotes est engagé. Hein. Ça peut être hyper sérieux. Donc, les pilotes sont entraînés quand ils entendent le GPWS, selon les modes, bien entendu. C'est tirer sur le manche, les gaz à fond. D'accord? Y réfléchir après. Parce que s'il s'est déclenché, si tu es en train de faire un atterrissage et tu crois que tu es en train de faire une approche normale, et puis que soudainement, tu as terrain, c'est que tu as déconné, c'est que tu t'es trompé quelque part. C'est pas possible. Ça se déclenche pas en approche normale. Donc à ce moment-là, il faut immédiatement remettre les gaz et réfléchir après. Le HAMSO, c'est pareil. Si le HAMSO se déclenche, c'est qu'il y a eu de la déconne, de la part du pilote, du contrôleur ou des deux. Donc c'est une situation d'urgence. C'est un filet de sécurité. Or, il n'est pas perçu ainsi à l'aéroport de Paris, malheureusement, par les contrôleurs présents ce jour-là. Donc le contrôleur, il va faire quoi? Il va mettre 9 secondes. 9 secondes, c'est énorme. Je vais dire, quand il y a une alarme de ce type qui se déclenche, si tu es en train de manger ton sandwich, tu n'avales pas avant de parler. Tu craches ton sandwich et tu parles. Je vais dire, si tu es dans les toilettes et tu l'entends, tu remontes pas ton slip, hein, tu cours direct. Quoique, c'est vrai que, oui, c'est l'exemple est un petit peu débattable. C'est vrai que sur la, ouais. Enfin, toujours est-il qu'ils vont mettre 9 secondes. Ils vont mettre 9 bonnes secondes à l'aéroport de Paris pour contacter les pilotes. 9 secondes dans une alarme comme ça, ça peut faire la différence entre la vie et la mort. Ils contactent les pilotes et ils vont leur demander comment ça va. Ils vont dire, on a une alarme altitude, comment allez-vous? Alors que normalement, ils sont censés leur dire, vérifiez immédiatement votre altitude et leur donner le QNH. Ils ne leur donnent pas le QNH. De toute façon, vu le QNH foire qu'ils étaient en train de distribuer ce jour-là, peut-être, valait mieux qu'ils le donnent pas, quelque part. En tout cas, le pilote humain avait déjà, à cet instant où il le contacte, il avait déjà entamé une remise des gaz. Il avait entamé à 679 pieds. Nous travaillons sur un rapport préliminaire, donc on va pas trop s'arrêter sur les 679 pieds. Si vous regardez sur une carte, les plus observateurs vont constater que 679 pieds, ça correspond à rien du tout. C'est-à-dire que même avec un altimètre faux, on se demande, mais qu'est-ce qu'il foutait à 679 pieds? Pourquoi la remise des gaz aussi bas, quelque part? Toujours est-il, au moment où il remet les gaz à 679 pieds, il était à 2 mètres du sol, à 1,5 km de la piste. Ils ont eu de la chance que sur le prolongement de la piste 27R à Paris, il n'y a que des terrains vagues, semble-t-il, plus une nationale. Mais s'il y avait un bus qui passait à un camion sur cette nationale, 2 mètres, on aurait pu se retrouver avec un drame. Ça s'est passé, mais vraiment, ça s'est joué à un cheveu, mes amis. Mais vous voyez combien d'éléments techniques se sont mis l'un derrière l'autre pour que ça arrive. Le pire, c'est que l'avion décolle, enfin il redécolle, il remet les gaz, il monte, il est autorisé à refaire une deuxième approche. Et vous savez quoi? Durant la deuxième approche, le HAMSO se déclenche encore. Parce que personne n'a réalisé que son altimètre était faux, parce que quand on donne l'instruction pour remettre les gaz et tout ça, on lui communique encore une fois le QNH, et le contrôleur de la tour ne se trompe pas, il lui dit 1001. Et que fait le pilote? Il répond 1011, parce que maintenant ses neurones sont tellement grillés, on lui a tellement répété 1011, que cette fois-ci, lui, il y tient à 1011, hein, on est dans une vision en tunnel, hein, donc ça, il veut pas remettre en cause cette valeur, donc il va garder 1011. Ce qui est terrible, c'est que quand il collationne, il dit 1011, et le contrôleur aérien, lui, bon voilà quoi, hein, c'est bon, hein, je te dis de décoller de la piste 18, tu réponds oui, décollant piste 21, je veux dire c'est bon, hein, pour le contrôleur qui était là ce jour-là, je pense que il n'écoutait même pas les collationnements, il a fait tellement l'habitude dans son cerveau d'écouter les pilotes, toujours répéter correctement, au bout d'un moment,
ils vérifiaient plus peut-être. Le pilote refont le tour, reprennent leur descente, MSO qui se déclenche, et le contrôleur aérien, il va les contacter en leur disant comment allez-vous, d'accord. Le MSO, c'est pas pour dire aux gens comment ils vont, hein. C'est pas du tout ça, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, heureusement que durant le temps de cette remise des gaz et de tour, les nuages s'étaient un petit peu écartés de l'axe de la piste, et les pilotes, à cet instant, sortent des nuages et réalisent qu'ils sont trop bas. Pas beaucoup, pas de bien de beaucoup, hein, parce qu'ils étaient encore au milieu de l'approche, hein, mais ça leur permettra visuellement de maintenir le contact avec la piste et aller atterrir en toute sécurité. Si on réalise qu'ils sont passés à 2 mètres au premier coup, si à la deuxième fois, il y avait encore les nuages, ils auraient pu se viander à la deuxième fois, ils auraient pu peut-être été à moins de 2 mètres. Pareil, si la température faisait 19 ce jour-là, mais si la température était, je ne sais pas moi, s'ils avaient fait la même scène au mois de janvier avec une température de moins 2, c'est pas sûr que les 2 mètres, ils les auraient eu, hein. Surtout en approche altimétrique, hein. Voilà. Donc, c'est assez extraordinaire, cette histoire, où l'avion se retrouve si proche du sol, un avion moderne, des gens bien entraînés, des contrôleurs compétents, un avion, je veux dire, tout est parfait, c'est un vol qui se déroule sous très bons auspices, hein. Il est censé atterrir sans problème, il a failli se viander, hein. D'accord. Donc, ouais, voilà, c'est pour ça que les détails sont très importants en aviation, et il faut toujours s'attacher aux détails, parce que on se casse jamais la gueule pour ce qu'on connaît, mais on se casse la gueule pour ce qu'on connaît pas. Voilà mes amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Je sais que c'est un petit peu technique, mais j'espère que vous avez aimé, et puis on se revoit dans une autre. À très bientôt.